Et rebonsoir à tous. Rapidement, la vidéo la rediff du live a été immédiatement bloquée par le bot YouTube parce que j'utilisais des moments de la vidéo On est en direct de Laurent Ruquier. Donc, après avoir rapidement vu ce que ça pouvait donner, si je caviarde l'image et que je tweak un peu le son de l'audio pour essayer de baiser le bot, ça ne va de toute façon pas marcher. Donc, plutôt que de faire ça, je vais. Donc, la vidéo, allez, je l'ai déjà téléchargée, je vais la remonter sans cette section de la vidéo, malheureusement, parce que tout simplement, le YouTube ne l'acceptera pas. C'est une chose que la vidéo soit pas monétisée, ça très honnêtement je m'en fous, mais ça me fait un peu chier qu'elle soit carrément bloquée. Donc vous aurez tout de même les sujets sur Balkany, JDG et Darmanin, mais celle-ci, avec la polémique Darmon Plenel, j'ai dû la retirer parce que tout simplement YouTube ne l'acceptera pas. Je vous souhaite une très bonne journée, soirée, matinée, ce que vous voulez, et je vous dis à très vite. Les Balkany. Les Balkany qui sont. Si on les avait pas, je pense. Bon, je serais pas à militer pour qu'on les invente, mais pas loin, quand même. Faut pas déconner. Alors, que s'est-il passé? Patrick Balkany et sa femme, accessoirement, ont été tous les deux renvoyés en prison la semaine dernière. Ils avaient été condamnés tous les deux pour fraude fiscale massive. Et Patrick Balkany avait été envoyé en prison. Et sa femme, non. Et sa femme est devenue maire de Levallois-Perret. Ça se transmet je sais pas, d'épouse en époux. Et il se trouve que suite à des problèmes de santé apparemment assez graves quand même, parce que le bonhomme il a perdu un poids monstre, après des gros problèmes de santé, il s'est trouvé que Patrick Balkany a été sorti de prison. Il a été sorti de prison et il a été placé donc en fait en assignation à résidence avec bracelet électronique. Bon, c'est évidemment quelque chose qui a l'air assez dingue. On parle quand même d'un mec qui a embrouillé tout le monde pendant 30 ans, qui est maire de Levallois-Perret, qui est l'une des villes les plus endettées de France. Hein. Mais bon, ça c'est pas grave. Mais quoi qu'il en soit, il a été à nouveau emprisonné. Il a été de nouveau emprisonné. On a fait sauter en fait on a fait sauter sa mise en fait, sa mise en assignation à résidence. Maintenant, il doit faire le temps pour de vrai. Et la question, c'était déjà pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il faudrait remettre ce gars en prison qui a 73 ans quand même, hein. Alors, l'ancien maire Les Républicains de Levallois-Perret, Patrick Balkany, condamné pour fraude fiscale, va être incarcéré lundi à la prison de Fleury-Mérogis, après la révocation de son bracelet électronique, a annoncé la procureure d'Évreux. Monsieur Balkany va être incarcéré en région parisienne lundi, a indiqué Dominique Puechmaille lors d'un bref point presse. La brigade de gendarmerie est située à une dizaine de kilomètres du moulin de Cossy à Giverny, un manoir où Patrick Balkany était assigné à résidence depuis mars 2021 avec sa femme Isabelle, âgée de 74 ans. Cette dernière est pour l'instant toujours à l'hôpital, a ajouté la procureure, interrogée pour savoir si Madame Balkany allait être aussi incarcérée. Parce que il se trouve que Madame Balkany, après avoir appris que l'un comme l'autre retournerait en prison, a fait une tentative de suicide. Ce qui est aussi sa deuxième fois au passage, hein. Le baron des Hauts-de-Seine avait déjà été détenu à la prison de la Santé du 13 septembre 2019 au 12 février 2020, 5 mois.
date à laquelle il avait été libéré pour raison de santé, lui imposant un contrôle judiciaire léger. Donc c'était l'histoire, il me semble que c'était d'ailleurs une histoire de cancer, donc c'était pas rien. La cour d'appel de Rouen avait confirmé jeudi la révocation du placement sous bracelet électronique de l'ancien maire et de son épouse, décidée par le tribunal d'application des peines d'Évreux. Bon, tout ça on sait. Ce dernier avait décidé en décembre de révoquer ce placement sous bracelet électronique du couple à la suite de multiples manquements et malgré des rappels à l'ordre. Une centaine d'incidents avaient notamment fait sonner leur bracelet. Une centaine d'incidents, merde. Vous prenez n'importe quel petit délinquant qui a la chance de s'en sortir avec un bracelet électronique plutôt que du ferme. Son truc sonne une fois, le type, le lendemain soir, il est en tôle. Et vous le savez très bien en plus. Dans son arrêt du 3 février, la Cour d'appel de Rouen estime que les époux Balkany n'ont jamais accepté les contraintes inhérentes à la détention à domicile sous surveillance électronique, relevant leur attitude et propos véhéments ou ironiques, parfois outranciers, voire outrageants, à l'égard du personnel de l'administration pénitentiaire ou du juge d'application des peines. Donc non seulement on a affaire à deux magouilleurs professionnels qui, après 30 ans d'impunité, ont finalement été rattrapés par la brigade, sont condamnés. Patrick Balkany se retrouve en prison, il ressort 5 mois plus tard pour des problèmes de santé, admettons, et parce que s'il sort de prison, ça veut pas dire que la peine elle est faite, hein. Ça veut juste dire que, bon d'accord, vous êtes manifestement pas suffisamment en forme pour rester enfermé en prison, ça d'accord, mais c'est pas parce qu'on vous renvoie dans votre manoir avec un bracelet électronique que c'est reparti pour un tour. Vous êtes techniquement encore en détention, mais chez vous. Et en fait, les Balkany, eux, ils ont dit, ben en fait, on vous emmerde, on fait ce qu'on veut. Alors, avant même l'installation du bracelet électronique, Madame Balkany avait demandé l'élargissement de ses horaires de sortie, 8h à midi la semaine et 14h à 17h le week-end, ainsi qu'une extension du périmètre de détention, afin de sortir ses 3 chiens toutes les 3 heures et de nourrir ses 3 chats, ses moutons et ses poules sur une propriété de plusieurs hectares. Ils passaient leur temps à jouer avec le feu. À un moment donné, c'est très simple. Quand on joue avec le feu, on se brûle, avait déclaré vendredi à l'AFP Dominique Puechmaille. La magistrate a également dénoncé une absence totale d'efforts pour apurer leur dette fiscale, objet de la condamnation. Écoutez bien ça. Pour fraude fiscale, l'ancien maire de Levallois-Perret et son épouse doivent 5,3 millions d'euros au fisc, outre une somme de 766 000 euros propre à Madame Balkany. Or, il dispose de très confortables revenus, plus de 12 000 euros par mois, et auraient pu faire le choix de réduire leur train de vie actuel afin de régler les sommes dues, souligne la Cour. Et alors, c'est là que c'est très fort en fait, parce que... Enfin, c'est là que c'est très fort. Dans l'enculerie, hein, c'est très fort. Hein. C'est-à-dire qu'on a affaire à deux personnes. Alors, est-ce que les 12 000 euros par mois, est-ce que c'est ce qu'ils gagnent à eux deux ou est-ce que c'est seulement ce que gagne un d'entre eux? Je ne sais pas. Donc, on va partir du fait que c'est 12 000 euros tous les deux. 12 000 euros tous les deux, ça fait 160 000 euros par an, un truc comme ça. Alors, je crois qu'ils vivront... Je leur souhaite pas ça, bien sûr, mais je crois que même en gagnant 160 000 euros par an, ça m'étonnerait qu'ils vivent assez longtemps pour rembourser leurs dettes. Parce que là, vous avez entendu les 5,3 millions d'euros de dette fiscale. Seulement le chiffre véritable de la dette fiscale des Balkany, elle s'élève au total à plus de 12 millions d'euros. Donc déjà, rien que là. Alors exactement, je vais vous dire les chiffres. Selon les 2 arrêts rendus le 3 février par la Chambre de l'application des peines de la Cour d'appel de Rouen.
dont Mediapart a pris connaissance. Les Balkany refusent de rembourser, comme ils en ont pourtant l'obligation après leur condamnation, une dette fiscale qui se monte à plus de 12 millions d'euros. 12 millions d'euros. Rien que le chiffre, moi, me fout vraiment le cul en larmes. 12 millions d'euros. Selon un bordereau de situation fiscale daté du 10 juin 2021, cité par la Cour d'appel de Rouen, les Balkany restent redevables d'une somme de 5,3 millions d'euros pour le couple, ainsi que de 5,9 millions pour Patrick Balkany et encore 760 000 euros pour son épouse. C'est-à-dire qu'ils doivent régler une dette fiscale en tant que couple et en tant qu'individu, ce qui est très fort. L'addition totale se monte donc à 12 101 508 euros. Grandiose. Or, selon ces deux décisions judiciaires, l'ancien maire de Levallois-Perret et son ex-première adjointe se refusent à respecter leur principale obligation particulière, à savoir celle de payer les sommes dues aux finances publiques. Et ce, en dépit de leur très importante dette fiscale. J'aime pas parce qu'il souligne bien le très important. C'est la fraude fiscale massive, je rappelle, et des revenus très confortables. Face au juge de l'application des peines, le 29 juin, Patrick Balkany s'était énervé en assurant qu'il n'avait pas le moindre rond et que l'argent déjà saisi à titre conservatoire par l'AGRASC, je ne sais pas ce que c'est, l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, ok, je le saurais, servirait à indemniser l'État, partie civile du procès. Alors là, attention, vous allez avoir un numéro de flûte qui est balkaniesque, j'ai envie de dire. Face au refus des Balkany de procéder à des versements volontaires depuis leur condamnation en appel, le couple a comparu devant le tribunal de l'application des peines d'Évreux le 17 novembre dernier. Patrick Balkany a alors expliqué que tout leur argent passait dans l'entretien de leur maison et dont ils ne sont qu'usufruitiers après une donation à leurs enfants et qu'ils étaient insolvables. Comment tu es insolvable avec 12 000 euros par mois de salaire ? Comment c'est même possible ? J'ai été smicard la majeure partie de ma vie. C'est-à-dire que le salaire le plus haut que j'ai gagné dans ma vie, ça tournait autour de 2200 euros net. Parce que j'avais reçu des primes. 2200 euros net avec des primes. Je n'ai jamais été insolvable. Comment est-ce que tu fais avec 12 000 euros par mois pour l'être ? À quel moment ça fonctionne pas ? Après la révocation de leur placement sous bracelet électronique en première instance et avant l'audience en appel, les Balkany ont tenté d'amadouer la justice en émettant 4 chèques. 4 chèques. Les montants sont hallucinants. Un chèque de 2250 euros. 2250. Un deuxième de 500 euros et deux de 250 euros chacun. Ce qui veut dire pour un total de 3250 euros. Sur une dette fiscale de 12 millions. Et les mecs te disent, écoutez, on vous file 3000 balles et on n'en parle plus. Hein ? Ok. C'est dingue. C'est vraiment un gros tas de merde. Comme le dit si bien Jeff. Incroyable. Ils avaient auparavant refusé la proposition du juge de l'application des peines de consacrer 10% de leurs ressources à indemniser l'État. Et là où ce sont vraiment des enfoirés, c'est que cette dette, même quand ils seront morts, cette dette, faudra la payer. Ce sera leur gosse. Hein. Ça va être leurs gamins qui vont le payer, ça, après. Ils auraient parfaitement pu faire le choix de réduire leur train de vie actuel, résidence de 500 mètres carrés sur un terrain de plusieurs hectares à Giverny, afin de régler les sommes dues au trésor public, écrit la cour d'appel. Rien que ça, déjà. Je veux dire, rien que ça. On parle d'une personne qui est condamnée pour fraude fiscale massive. On parle de quelqu'un
qui refuse de payer ce qu'il doit payer. Et vous avez n'importe... Mais admettons une seconde. Je fais une petite connerie demain. Je sais pas, je provoque un accident, je sais pas, je me tape sur quelqu'un, je vole quelque chose. Bon, ben on va d'ailleurs non, on va rester sur le vol parce qu'au final c'est ce que les Balkany font le mieux. Admettons, je vole quelque chose, n'importe quoi, hein, et je me fais choper. A priori, je vais devoir payer une amende, je ferai pas de prison, mais je vais devoir payer une amende à un moment donné. Et je vais aller dire la bouche en cœur au flic qui m'a arrêté. Ouais, mais non. En fait. J'ai pas envie de payer. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas envie de payer. Allez. Elle est de combien l'amende? 2500 balles? Attends. Tiens, voilà 2 euros. Parce que c'est de ce niveau-là. Et encore, je suis très loin de la réalité, là. Si, en proportion avec ce qu'ont fait les Balkany, pour une dot fiscale de 12 millions et leur redonner 3000 balles, ça fait quoi? Ça fait 14 fois la mise. Il faudrait que je file au flic une pièce de 50 centimes en lui disant d'aller se faire mettre, en fait. Incroyable. Et ces gens-là vivent quand même dans une propriété de 500 hectares. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une saisie sur ces trucs? Parce que pour le coup, 12 millions d'euros avec une propriété de 500 hectares, à mon avis, il y a moyen. Hein. Peut-être pas de rembourser les 12 millions d'euros d'un coup, mais la moitié, les 2/3 au moins. Après avoir passé 5 mois en détention, Patrick Balkany avait obtenu en février 2021 de purger sa peine dans sa somptueuse demeure normande, bracelet électronique à la cheville. À certaines conditions. Accomplir un stage de citoyenneté, ce qu'il a fait tout en se disant sidéré par le coût de 250 euros. Patrick, il est pour toi celui-là. Et s'acquitter de versements aux impôts, ce qu'il n'a jamais fait. Cette détention-surveillance électronique lui offrait une certaine liberté. L'ancien maire de Levallois pouvait quitter son moulin du lundi au vendredi entre 8h et midi et le week-end de 14h à 17h. Non mais vous vous rendez compte? Il est libre, Max. Mais dès le 10 mars 2021, jour où ses obligations lui ont été notifiées, Patrick Balkany exige, il n'a rien à exiger déjà, une première dérogation, afin que le périmètre autorisé soit élargi à toute la surface de sa propriété, invoquant la nécessité de sortir ses 3 chiens toutes les 3 heures et nourrir ses 3 chats, ses moutons, ses poules, ça comme on a déjà vu. Le lendemain, il menace son conseiller d'insertion et de probation de saisir le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, si sa demande n'est pas satisfaite. Le début d'une longue série de dérapages, menaces et tricheries qui a conduit les juges à ordonner sa réincarcération. Ce à quoi j'ai envie de répondre, chais! T'es un prévenu, Patrick. Littéralement, tu es un prévenu, c'est-à-dire que tu es passé en jugement et tu as été reconnu coupable. Le simple fait que tu puisses respirer l'air frais de ta propriété plutôt que de la cellule, c'était simplement le fait que tu étais malade et manifestement pas en état d'affronter en fait l'enfermement. Ce mec a été renvoyé dans sa propriété de 500 hectares. Et à peine on lui dit qu'il y aura des obligations à cette incarcération-là, il commence à réclamer des trucs. Il exige. Va te faire enculer, Patrick. Va te faire enculer, en fait. T'es un bon vieux prévenu à l'ancienne. Maintenant, t'as les privilèges. Vous savez pas qui je suis. Je vais appeler le garde des Sceaux. Appelle-le. Parce que le garde des Sceaux, il était avocat avant. Maintenant, tu l'appelles. Il va te dire exactement la même chose. Je dis, mais en fait, je peux rien faire, moi, là. La procureure, elle a décidé que... Et c'est marre. Vous voulez que je fasse quoi? 19 mars, nouvelle exigence. Patrick Balkany sollicite par courrier un élargissement de ses horaires de sortie chaque jour de la semaine en produisant un contrat de travail à durée indéterminée émanant de la société SARL Funcom.
Problème, les investigations ont toutefois révélé que le directeur général de cette société avait été condamné notamment pour fraude fiscale, travail dissimulé et banqueroute, et qu'il était interdit de gestion pendant 10 ans. Comment ça se fait que même ça, je sais pas, juste ça, le mec il retourne en tôle, quoi. En avril, le mois suivant, mec s'arrête plus, l'intime de Nicolas Sarkozy s'en prend de nouveau à son conseil pénitentiaire, accusant le juge d'avoir rétabli la peine de mort à son égard, et brandissant encore la menace d'une saisie du ministre de la Justice, des médias et d'une action en justice contre l'État. Mais fais-le! Fais-le, Patrick! Manifestement, t'as pas peur du ridicule. Vis tes rêves, merde! Déjà, rien que ça, rien que cette phrase... donc Patrick Balkany accuse le juge d'avoir rétabli la peine de mort à son égard. Faut vraiment avoir un ego pour sortir une ânerie pareille. La seule chance qu'a eu Patrick Balkany, c'est de ne pas s'être fait attraper par la brigade avant. Parce que si s'était fait effectivement attraper par la brigade avant... très certainement il aurait moins à payer maintenant, mais aussi il aurait plus de temps devant lui. Parce que pour le coup, c'est potentiellement une peine de mort pour lui. C'est vrai. Parce qu'il va peut-être devoir rester enfermé dans sa petite cellule de 500 hectares. S'il avait fermé sa gueule, en fait, il aurait pu y rester, mais vu qu'il est retourné à Fleury, dans ta gueule... S'il avait juste fermé sa gueule, il aurait fini sa peine en gros dans son manoir. Un petit manoir de je sais plus combien de mètres carrés habitables et de 500 hectares de surface. Le problème avec ces gens, ces gens-là, surtout les Balkany, ce sont des gens, on leur donne ça, ils prennent tout le bras. Il se rend même pas compte de la chance exceptionnelle qu'il a en fait. Il se rend même plus compte de ce mec. Il est tellement il est tellement hors sol qu'il se rend même pas compte de la chance qu'il a. Il s'est fait rattraper par la brigade. Il aurait pu fermer sa gueule. Il a dit bon ben voilà, j'ai joué, j'ai perdu. Enfin, il a perdu. Il aura quand même fallu 30 ans à la justice pour le rattraper, Balkany. Mais non. Jamais content. En mai, le mois encore d'après, alors que ses horaires de sortie ont été modifiés pour être alignés sur ceux de sa femme, encore une faveur, il passe des mots aux gestes en tapant du poing sur la table de son conseiller qui lui réclame sans succès de payer les sommes dues aux impôts et de prouver sa présence aux rendez-vous médicaux pour lesquels il a obtenu des dérogations de sortie. Mais c'est pas possible de continuer à filer autant de blanc-seing à ce mec. Fin juin... le mois d'après, au juge d'application des peines qui le rappelle à l'ordre et lui inflige un avertissement après cet incident, il lance. Ouvrez les guillemets. Vous êtes jeune, c'est votre premier poste, vous apprendrez la vie. J'en ai marre de la vie que vous nous faites mener. Vous êtes en train de rétablir la peine de mort. On va se faire sauter le caisson et vous serez débarrassé. Vous aurez notre mort sur la conscience et pour votre premier bracelet de juge, vous vous en souviendrez. Et pour votre premier bracelet... Si vous n'aviez pas d'intérêt, vous m'auriez foutu la paix. C'était pour faire votre malin. Ben, si effectivement il aurait voulu te foutre la paix, il t'aurait laissé entauler, ils auraient pu t'y laisser crever en fait. Sauf qu'il y a des gens qui ont estimé qu'un homme de 72 ans, 71 ans, qui avait un cancer, je crois, de l'estomac, et apparemment un état dépressif assez profond, ne devrait pas rester en prison. C'est-à-dire que ces gens-là sont déjà allés dans ton sens, en fait. Et à ce moment-là, qu'est-ce que tu vas dire au juge ? Alors, déjà, vous êtes jeune, c'est votre premier poste, vous apprendrez la vie. Oui, et je crois que tu lui as donné une immense leçon de fils de puterie. J'en ai marre de la vie que vous nous faites mener, vous êtes en train de rétablir la peine de mort. Mais c'est la vie que t'as choisie, Patrick. Et cette fois-ci, non, on n'attend pas Patrick. C'est la vie que t'as choisi de mener, en fait, en te comportant comme le dernier des magouilleurs. La première des ordures au passage, mais qui est-ce qui a choisi cette vie ? Qui est-ce qui a choisi de se mettre pour 12 millions d'euros de dette fiscale dans les dents ? C'est pas le juge qui l'a fait à ta place, ça, c'est toi, hein ?
J'ai vraiment l'impression d'avoir face à moi un gamin qui fait une connerie, une grosse connerie, et qui va vous dire c'est pas moi, c'est pas moi. Ou alors quand on le punit et qui va dire ouais ben si c'est comme ça, de toute façon moi je m'en fous. Bah si tu t'en fous, on va se faire sauter le caisson et vous serez débarrassé. Techniquement c'est vrai. En plus, comment elle s'appelle, Isabelle Balkany a déjà essayé 2 fois. Hein. Elle s'est ratée 2 fois. Bon. J'ai l'impression qu'elle essaye pas vraiment, surtout. Non, parce que c'est systématiquement, juste avant d'être incarcérée, elle essaie de se suicider. Alors, je ne remets pas en doute ça, hein, commencez pas à gueuler. Je ne remets pas en doute ça. Je pense vraiment qu'elle a essayé de se suicider, qu'elle s'est ratée. C'est juste que d'un côté, on a un enfant gâté, Patrick Balkany dans le rôle de l'enfant gâté, et dans le rôle de la lâche, c'est Isabelle. Parce qu'elle est tout aussi pourrie que son mari, mais elle, par contre, elle veut pas y aller, Anto, là. Vous aurez notre mort sur la conscience, et pour votre premier bracelet de juge, vous vous en souviendrez. Oui, j'imagine que le juge s'en souviendra, effectivement. Il se souviendra surtout d'un connard complètement hors sol qui a complètement arnaqué le contribuable pendant 30 ans et qui ne veut pas. On a l'impression que en fait Patrick Balkany veut pas s'abaisser à payer ce qu'il doit. Sauf que tu le dois, donc il faudra le payer à un moment donné. Si vous n'aviez pas d'intérêt, vous m'auriez foutu la paix. Sauf que non, Patrick, c'est son taf, il est juge. Il est juge, il a un prévenu face à lui qui en plus est coupable, ben craque dedans. C'est pas pour faire le malin, c'est pour faire son travail. Si encore une fois t'avais fait le tien comme il fallait, tu serais pas là. Et c'était pour faire votre malin. Il y en a un seul dans les deux là qui essaie de faire le malin, c'est toi. Hein. Et t'es en train de perdre de façon assez triste même là. Parce que là on en est arrivé au point où en fait Patrick Balkany fait pitié quoi. Le couple, quand le juge lui demande d'instaurer avant le 31 août un versement mensuel correspondant à au moins 10% de ses revenus, il répond qu'il va informer le garde des Sceaux et saisir le président de la République. Les deux vont te dire d'aller te faire mettre. Hein. Parce que Dupond-Moretti l'avait défendu pendant son procès. Impression que Dupond-Moretti d'ailleurs il était en bad total de devoir défendre Patrick Balkany. Si vous vous souvenez pas, c'est cet épisode où on voit Éric Dupond-Moretti qui est, comme souvent avec les ténors du barreau, qui est entouré mais encerclé de journalistes et qui essaye de jouer la partition du pathos vis-à-vis de son client en disant vous vous rendez compte tout de même il a 72 ans, il faudrait peut-être lui foutre un peu la paix machin. Et là il y a Balkany qui vient lui taper sur l'épaule et qui lui dit 71, ne me vieillissez pas. Genre c'était le truc qu'il fallait dire à ce moment-là, quoi, tu vois. Il n'y avait rien de plus important à dire à ce moment-là. Et là, à ce moment-là, si vous retrouvez la vidéo sur YouTube, allez-y parce qu'elle est tordante. C'est juste à ce moment-là, Dupond-Moretti fait une. Je vais vous la mettre en fait. Je vais vous la mettre parce que cette vidéo, elle est collector as fuck. Bon, c'est une époque où Dupond-Moretti n'est pas encore ministre de la Justice. Hein. Alors, Moretti. Alors, on va se mettre ça. On va enlever moustache. Son mari qui a 71 ans. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le garde des Sceaux ? Son mari qui a 71 ans, il l'a découverte inanimée et qu'il a pensé mort. Bientôt, me vieillissez pas. 70, ça me suffit. Là, regardez la tête. Regardez la tête de Dupond-Moretti. Ma femme, 71 ans. Ouais, c'est pas bien grave.
Monsieur Dupond-Moretti, Mais je le plutôt dis, vers les mais caméras, Ouais. c'est possible. Vous verrez quand Monsieur Dupond-Moretti, Monsieur Dupont-Moretti. Arrête là. Non mais, montre. Allez, Balkany, faites votre vers les déclaration. caméras, s'il vous plaît. Attendez, pardon, excusez-moi. Dites-nous, maître, vous étiez... C'est-à-dire que en direct live, il y a Dupond-Moretti qui lâche l'affaire. En direct live, t'as l'avocat de la défense qui préfère encore se barrer et dire à son client de la fermer plutôt que de continuer à le défendre. Parce que la phrase, elle est ce qu'elle est. Hein. C'est le mec, il lui dit clairement, viens pas mettre viens pas mettre ton grain de sel maintenant. Ferme ta gueule parce que là, j'essaye de faire jouer le pathos. Parce que c'est ce qu'il est, Moretti. Moretti, c'est l'avocat spécialisé du pathos. C'est le gars qui va vraiment vous faire jouer qui va vous mettre en fond la liste de Schindler en fond pour que les jurés commencent à verser la larmichette. C'est très très c'est Dupond-Moretti. Dupond-Moretti, c'est l'avocat du pathos. Il va vraiment essayer de jouer sur le côté sensible pour essayer d'attendrir un peu les gens. Surtout venant de ce mec, parce que Dupond-Moretti, il a une tête à étendre, lui. Dupond-Moretti, sans déconner. Et alors, juste au moment où, parce que en plus, là, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où il parle, Dupond-Moretti, je crois, c'est le lendemain ou le surlendemain de la première tentative de suicide d'Isabelle Balkany. Et donc, c'est apparemment son mari qui l'a découvert, en fait. Donc, Dupond-Moretti essaie de jouer à fond la carte du pathos en disant vous vous rendez compte, il a découvert le corps de sa femme, cet homme de 71 ans. Et là où tu sens qu'il commence en plus à prendre le rythme, tu vois, donc il sait exactement comment délivrer ses phrases. C'est un grand orateur, hein. Il sait exactement comment délivrer les bonnes phrases, il sait comment y aller, et juste au moment où il commence à se sentir bien, t'as l'autre enfoiré qui arrive par derrière, c'est limite s'il lui faut pas une calbotte, tu sais, et derrière il lui dit « Attendez, je vais avoir 71 ans, j'en ai pas encore 71, me vieillissez pas. » Et là, il se fige, Moretti, Dupond-Moretti, il se fige complètement. Attendez, je vais vous remettre l'image comme il faut. Ouais, c'est pas bien grave. Monsieur Dupond-Moretti, plutôt vers les caméras. Parce que Moretti, il fait ce qu'il peut, là. Là, il lui dit, non mais c'est pas grave. Quoi, tu vas me faire chier pour 6 mois, c'est ça l'idée? Et l'autre, et là, il dit, si, mais je le dis quand même, vous verrez quand vous aurez... En gros, vous aurez... Arrêtez. Non mais, montre. Allez, Balkany, faites votre vers les déclaration. caméras, s'il vous plaît. Attendez, pardon, excusez-moi. Mais en plus, on dirait que Balkany, il lui en veut. On a l'impression que Balkany, quand il le regarde, on a l'impression qu'il dit « Non mais attends, t'as vu, c'est quoi ce connard qui ose me donner 71 ans alors que j'en ai que 70 ?» Mais comment tu veux défendre un mec pareil, en fait? Parce que, accessoirement, il y a ta femme qui a quand même essayé de se suicider, quoi. Juste ça, et tu devrais au moins un minimum commencer par fermer ta gueule, ce serait effectivement une très très bonne chose, mais au-delà de ça, je sais pas, tu fais pas de l'humour et tu fais pas chier ton avocat, en gros lui flinguer complètement sa défense pour une histoire de 6 mois ou 2 mois ou de 8 mois, je m'en branle, mais c'est... Il est incroyable, Balkany. Et moi, ce que je trouve vraiment incroyable, c'est la tête de Dupond-Moretti, quoi. Tu sens qu'il va le tuer, en fait. Parce que, chaud comme il est, le Dupond-Moretti, je pense qu'il n'y aurait pas eu de journaliste, Balkany prenait une tarte dans la gueule.
C'est obligé. C'est obligé. Parce que là, en gros, Dupond-Moretti, il a quasiment... Bon, c'est celui qu'on avait quand même appelé, surnommé Acquittator. L'homme qui arrivait à acquitter les personnes les plus indéfendables. Il s'est retrouvé avec le dossier Balkany. À mon avis, il s'est vite rendu compte qu'il arriverait à strictement que dalle. Il a quand même pris le dossier... pour quelle raison? Je ne sais pas. Je ne sais plus, je suis perdu. Et... comble du comble, l'autre lui flingue complètement son travail. Faut vous imaginer une seconde. Vous êtes en train de peindre un tableau. Ce tableau, il vous a pris des semaines, des mois même peut-être. Vous arrivez sur vraiment les dernières touches du truc, mais vous en... Et là, il y a un connard qui arrive et qui vous salope tout le boulot. Moi, il prendrait un pain dans la gueule, hein, direct. Hein. Du grand Balkany. Donc, quand il nous dit, le 31 août dernier, qu'il va en informer le garde des Sceaux et saisir le président de la République, t'inquiète, ils sont au courant. Hein. Et c'est juste qu'ils vont te laisser couler bien comme il faut. En septembre dernier, parce que décidément ça ne s'arrête pas, un deuxième rapport d'incident arrive sur la table du juge de l'application des peines. Cette fois, outre de nouveaux déclenchements de son bracelet pour non-respect de ses heures de sortie, l'ancien maire de Levallois-Perret a refusé de transmettre à son conseiller sa déclaration de revenus et les justificatifs des sommes versées aux impôts. Ce qui est assez dingue quand même, quand on se dit que, vu l'enquête qu'il y a eu, que la justice, elle faisait pas ces pièces-là, quoi. C'est quand même assez dingue de se dire ça. Pour cause, depuis près d'un an, il n'a pas versé un seul centime malgré les revenus mensuels du couple de 12 000 euros. 12 000 euros, putain, le type sort de prison, il touche 12 000 euros par mois. C'est dingue. Son conseiller pénitentiaire relate aussi que Patrick Balkany s'estime victime d'un traitement discriminatoire, plus sévère que celui appliqué aux autres condamnés, formule des injonctions en bradissant la sempiternelle menace d'en référer au garde des Sceaux en cas de contrariété. C'est un enfant gâté. Et si tu me donnes pas ton bonbon, je vais le dire à ma maman. Enfin voilà, c'est de ce niveau-là, quoi. C'est un gamin de 73 ans, ça fait bizarre. C'est au vu de cette inconduite notoire que la justice a décidé de révoquer son placement sous bracelet et la libération conditionnelle qui devait en découler. Ce à quoi je réponds encore une fois, chais. Ben oui, Patrick. Le bon veut chais qui tâche. Le couple a bénéficié d'un traitement de faveur puisqu'il a été laissé libre à l'issue de la décision du tribunal de l'application des peines d'Évreux, qui aurait dû être exécuté automatiquement. Le parquet a attendu la confirmation de la cour d'appel de Rouen le 3 février pour ordonner la réincarcération. C'est-à-dire que même là, le type a des privilèges. On est d'accord que pour X raisons, un petit voleur qui se permet d'insulter un juge, il en reprend pour 6 mois immédiatement, pour outrage à magistrat. L'autre, Balkany n'a fait que ça, des outrages à magistrat. Il n'a fait que ça, littéralement. Il n'a fait que ça, et il s'en est sorti. Je veux dire, il s'en est pas sorti au final, mais il a quand même eu des traitements de faveur, ce qui est absolument incroyable. Son épouse, hospitalisée après une nouvelle tentative de suicide, s'est elle aussi illustrée par des comportements grossiers et injurieux, avec en apothéose un bras d'honneur à sa conseillère pénitentiaire qualifiée de gonzesse. Bon, ouais. Bon, à part à part les fondamentalistes du wokistan, je vois pas vraiment qui ça pourrait... je vois pas en quoi c'est insultant. Et sa conseillère pénitentiaire, elle a qualifié de gonzesse. Ouais, je vois pas là. Pourtant, la justice avait accédé à plusieurs de ses demandes. Étendre le périmètre du bracelet pour qu'elle puisse librement vaquer sur les nombreux hectares de sa propriété. Mais aussi aménager les horaires afin qu'elle puisse maintenir ses activités associatives à Levallois-Perret. Pas les pourris anonymes ou quelque chose de ce style. Ou se rendre au rendez-vous avec son ostéopathe. Bon, bah là c'est une obligation médicale, donc il n'y a pas vraiment... Enfin bon, on s'en fout.
Les rapports d'incidents font état d'alarmes déclenchées par le non-respect des horaires et d'une attitude globalement opposante, condescendante, voire outrageante. Elle éprouve des difficultés à comprendre que c'est à elle de rendre des comptes, euphémisé dès avril 2021 le service pénitentiaire. Le couple Balkany avait été condamné en appel en mars 2020 à 3 ans de prison ferme et 10 ans d'inéligibilité pour fraude fiscale estimée à 4 millions d'euros. Patrick Balkany, ami proche de Nicolas Sarkozy et maire tout-puissant de Levallois-Perret, avait été incarcéré pendant 5 mois avant d'être libéré. Bon, ça, on l'a dit tout à l'heure. Les époux Balkany ont par ailleurs été condamnés en appel pour blanchiment aggravé en mai 2020. 5 ans de prison ferme pour lui et 4 pour elle. L'affaire portait notamment sur l'acquisition de leur somptueuse villa de Saint-Martin, dans les Antilles, et de leur riad de Marrakech, parce que bien évidemment, dissimulée par des sociétés écrans et des prête-noms. Incroyable! Enfin, la confiscation du moulin de Giverny fait encore l'objet d'un contentieux. La Cour de cassation a constaté que les époux Balkany ne sont qu'usufruitiers de ce bien, ayant effectué une donation-partage au bénéfice de leurs enfants en 1997 et a cassé la mesure de confiscation en juin 2021. Bon, ça c'est pas quelque chose de très c'est pas quelque chose d'anormal. Ça arrive très souvent que pour modérer les frais de succession, parce que bon, quand vous avez un parent qui malheureusement décède et que ce parent est propriétaire d'un bien immobilier, il se trouve que quand ce parent décède, vous héritez de ce bien, mais il y a des frais de succession qui se mettent en place. Et apparemment, c'est assez chéros, hein, les frais de succession. Apparemment, le fisc se gave là-dessus, quoi. Alors, ce que peuvent faire les parents, c'est une donation. C'est-à-dire que la propriété en question, en fait, n'est plus leur propriété. Techniquement, ils vivent dedans, mais elle n'est plus à eux, elle est à leurs enfants. Ce qui veut dire qu'au moment de leur décès, il y aura effectivement des charges, je crois qu'il y a effectivement une taxe quelconque à payer, mais cette taxe est beaucoup moins lourde que des frais de succession pleins et entiers, quoi. Donc, voilà ce qu'on disait de Patrick Balkany. C'est assez dingue, en fait, de se rendre compte à quel point ces gens... Je sais pas, ce qui me révolte le plus, en fait, c'est que ça ait mis tant de temps à sortir du chapeau, cette histoire, parce que c'est pas récent, hein. Les Balkany, ce sont des magouilleurs pros depuis quasiment toujours. Et au-delà de ça, donc déjà tout ce temps-là, pour qu'ils continuent en fait leur connerie. Mais au-delà de ça, il y a aussi le comportement général des Balkany, quoi. On a vraiment affaire à des gens qui ont été tellement profondément dans cette sensation d'être des intouchables, d'être des gens qui de toute façon la loi ne peut rien leur faire, des gens qui sont tellement hors sol que quand la justice enfin les rattrape, ils comprennent pas. Ils sont plus équipés pour comprendre ça. Et c'est très très triste, hein, quand on a l'âge qu'ils ont, quand on a l'expérience de vie qu'ils ont, de se dire que ces deux personnes se comportent comme des enfants gâtés, alors que c'est pas juste qu'ils se sont fait choper avec la main dans le pot de confiote, c'est au-delà de ça. Là, ils sont partis avec toute l'usine. Ils se sont fait choper, mais ils refusent de payer. Enfin, je veux dire, à quel moment ça passe pour quelqu'un d'autre qui n'a pas ce genre de pouvoir, en fait. Surtout ça, au final, la question que je me pose, c'est que n'importe quel petit délinquant qui pour le coup, bon après, il y a des délinquants et délinquants, bien sûr, mais vous tombez sur un délinquant pour qui, on va dire un primo-délinquant. Un gamin qui fait une connerie pour X raison. Lui, il va prendre cher, en fait.
Lui, il va prendre cher parce que si il fera, a priori, il fera du ferme déjà. Et s'il est libéré, s'il est sous condition, s'il est en conditionnel avec bracelet électronique, s'il fout un demi-pied en dehors de la zone, il y a 2 bagnoles de police qui arrivent pour lui foutre sur la gueule. Il retourne direct en maison d'arrêt. Il se retrouve une fois encore incarcéré, et ce coup-ci, on va lui alourdir sa peine parce qu'il n'a pas été sage. Là, tu as un personnage qui pourrait être condamné pour outrage à magistrat, qui pourrait être coordonné pour non-respect d'un jugement. C'est-à-dire que là, techniquement, je crois qu'il pourrait prendre je crois que c'est 2 ou 3 ans supplémentaires sur sa peine, et il les a pas pris. C'est quand même incroyable. Bon. Tout ça pour qu'au final, il soit à nouveau incarcéré. C'est d'un triste. Enfin. Et alors, au-delà de ça, il y a eu la fameuse interview avec Apolline de Malherbe. Si vous ne savez pas de quoi je parle, il y a, c'était juste avant qu'il soit à nouveau, juste avant qu'il soit renvoyé en prison. Patrick Balkany a fait une interview avec Apolline de Malherbe dans laquelle, en gros, il pleurnichait que moi on me comprend pas, on va me renvoyer en prison, c'est vraiment des connards. Enfin, le numéro de pleurniche habituel. Alors que dans le lot, la seule personne qui est coupable et la seule personne qui est responsable de ses actes, c'est lui, a priori. Et il y a eu ce moment de gêne absolue où on a un ancien maire, proche d'un ancien président de la République, un proche de l'actuel garde des Sceaux, à qui la journaliste demande l'étendue de sa dette, en fait. Et là, Apolline de Malherbe va le tutoyer. Elle va le tutoyer. On parle d'une journaliste. Enfin, Apolline de Malherbe n'est pas journaliste, elle est éditorialiste, au mieux éditorialiste. Journaliste, elle n'a pas la moindre idée de ce que ça veut dire. Mais on a quand même une journaliste qui tutoie ce mec. Elle tutoie. Tranquille. Et alors, chose rigolote, c'est que cette interview-là, elle était passée en direct. Elle a cru que la caméra était coupée, mais elle n'était pas coupée. Résultat, au moment de la rediff, le moment était coupé. Comme par miracle. Vous voyez tout à l'heure quand je vous parlais de médias d'opinion vis-à-vis de la pleurnicherie de Darmon, c'est ça que je voulais dire en fait. Vous avez des gens sur BFM ou sur CNews qui sont... Alors, est-ce que ce sont des proches ou est-ce que ce sont des connaissances? On s'en branle. Mais quand vous avez un journaliste, toujours avec des guillemets, qui tutoie Patrick Balkany, mais OSEF complet, ah ouais, combien tu dois? T'es vraiment dans la merde financièrement? Ces gens, elle va lui dire, mais t'inquiète, je vais ouvrir un GoFundMe, t'inquiète. Il n'y a plus aucune distanciation entre... je veux dire, ils sont tellement habitués à fréquenter ce genre de personnes, et sans doute aussi, à mon avis, ils sont très souvent habitués à profiter de leur influence, qu'il n'y a plus de distanciation. Et à partir du moment où il n'y a plus de distanciation, il ne peut plus y avoir d'information neutre. C'est impossible. Donc, résultat des courses, on a eu ce moment de gêne extrême avec une Apolline de Malherbe qui tutoie carrément le désormais réincarcéré Patrick Balkany. C'est juste dingue. Et en parlant d'Apolline de Malherbe, parce qu'on peut difficilement passer à côté de ce qui s'est passé avec ce bon vieux Gérald Darmanin, bien entendu, l'inénarrable. Parce que Gérald Darmanin, il en a fait 2 belles cette semaine.
La première, c'était... Parce que ça, il faut que je vous le montre plutôt, ce sera beaucoup plus rigolo. Tac, tac. Donc Darmanin, comme vous le savez, que est un personnage que je tiens en très très haute estime. Parce que à mes yeux, Darmanin, pour moi, c'est vraiment un gros tas de merde. Un gros tas de merde. Attendez, on va faire un peu de place ici. Accessoirement, et si je virais ma grosse gueule de là, tiens. Présidentielle 2022. La déclaration de Gérald. Pas un Français ne pense qu'Emmanuel Macron n'a pas été un bon président. Comme ça. Pas un Français ne pense qu'Emmanuel Macron n'a pas été un bon président. C'est-à-dire que littéralement, Emmanuel Macron, il fait des stats à la Kim Jong-un. Tranquille Bill. Incroyable. Ce type est... C'est un dieu. Enfin... Telles sont les affirmations de Gérald Darmanin, invité ce dimanche février de l'émission Questions politiques. En effet, à seulement 2 mois du scrutin de l'élection présidentielle, les ministres du président sont prêts à assurer la défense de son bilan. Bon, on va pas se regarder la vidéo parce que très franchement, il y a que ça dedans en fait. Hein, c'est cette seule phrase. On est dans un domaine de hors-sol qui est jamais vu en fait. Parce que bien évidemment que c'est de la com. Bien évidemment, je suis pas complètement con. C'est bien évidemment que c'est de la com. Mais d'aller dire qu'il n'y a pas une seule personne en France qui pense qu'Emmanuel Macron ne soit pas critiquable à un moment donné de son exercice présidentiel, c'est vraiment qu'il faut avoir faut avoir des joues, quoi. Parce que sortir une ânerie pareille sans avoir une molaire qui se déchausse, c'est vraiment très fort. Il faut admettre au bout d'un moment. Mais évidemment, c'est pas forcément le truc, parce que bon, c'est du Darmanin dans le texte, hein, je veux dire. C'est l'interview avec, maintenant on le sait, la fameuse Apolline de Malherbe. Il y a 2 semaines, j'avais fait un live dans lequel j'étais revenu sur l'interview qu'avait donné Darmanin, donc, à Léa Salamé c'était sur France Inter. Malheureusement, la vidéo elle a été bloquée par Radio France et j'ai dû couper cette section-là en fait de la vidéo pour que la vidéo puisse être à nouveau mise en ligne. Et le truc, c'est que ce qu'a dit Darmanin dans cette interview avec Léa Salamé, c'est quasiment ce qu'il a dit à Apolline de Malherbe en fait. C'est-à-dire qu'il est invité pour défendre son bilan. Voilà. Et dans ce bilan, alors Gérald Darmanin, dans un premier temps, défend le fait qu'il y a eu beaucoup moins, pendant son exercice, qu'il y a eu beaucoup moins d'attaques aux personnes. C'est beaucoup moins d'agressions, beaucoup moins d'attaques aux personnes, et des cambriolages en chute libre. Alors, est-ce qu'on rappelle le fait qu'on est sorti on n'est pas encore sorti d'ailleurs de 2 ans de crise sanitaire, qu'il y a eu des confinements à répétition, que le gouvernement lui-même a demandé aux entreprises qui le pouvaient de balancer leurs employés en télétravail. Bon, en gros, le fait qu'il y a toujours quelqu'un à la maison, quasiment, quoi. Mais derrière, il se félicite de ça, lui. Techniquement, il a rien fait, hein. Il a strictement rien fait, Darmanin. Hein. Mais bon, on peut, autant se faper, hein, tant qu'on y est, je veux dire, il y a pas de problème.
Et il y a eu donc alors ce fameux truc, déjà les agressions, ben oui, à partir du moment où on est confiné, il y a quand même beaucoup moins de monde dehors. Les cambriolages en chute libre, encore une fois, hein, s'il y a des gens à la maison, les cambriolages, c'est pas à ce moment-là que les cambrioleurs vont débarquer. Mais au-delà de ça, dans la mesure où Apolline de Malherbe, elle était en mode toute griffe dehors, parce qu'elle elle a quand même, elle a quand même, c'est pas qu'elle l'a attaqué, mais les questions étaient véhémentes, quoi. Très clairement, elle avait bouffé du lion. Et Gérald Darmanin va se montrer désobligeant et plutôt insultant vis-à-vis d'Apolline de Malherbe. Et va finir par lui lâcher cette phrase que vous avez très certainement entendue partout. Ça va bien, calmez-vous, ça va bien se passer. Qui est finalement la phrase du pervers narcissique dans sa splendeur, quoi. Hein. Calmez-vous, ça va bien se passer. Qu'est-ce qu'il veut dire avec cette seule phrase ? Calmez-vous, ça va bien se passer. Ben en fait, ce qu'il dit, c'est ce qu'il essaie de faire comprendre, en tout cas, c'est que Apolline de Malherbe est hystérique. Et que lui, se pose là pour lui dire, en gros, calme-toi, l'hystéro. Ce qui prouve au passage manifestement ne serait-ce le comportement de base de Gérald Darmanin vis-à-vis des femmes, déjà. C'est-à-dire qu'une femme qui n'abonde pas dans son sens et qui arrive avec des arguments est fatalement une hystérique. Hein, comme pendant les jugements de sorcières, une femme qui faisait 2 plus 2 et qui tombait juste, c'était fatalement une sorcière, les femmes n'étant pas douées d'intelligence. Et c'est comme ça que j'imagine que c'est comme ça que Darmanin voit les femmes, en fait. C'est vraiment la phrase de l'agresseur sexuel par excellence. Ça va bien se passer. Quand on sait le passif, quand on connaît le passif du mec, quand on sait de quoi il est accusé, d'avoir ce gars qui dit à une femme « T'inquiète pas, ça va bien se passer », ça pèse lourd, mine de rien. Et alors, il y a bien, comment il s'appelle, notre ancien Premier ministre, Édouard Philippe, qui a essayé de le défendre par interview interposée en disant que oui, c'est pas la première fois qu'il le dit, il me le disait même à moi. J'ai pas l'impression que ça ait le même impact, en fait, Édouard. Parce que Darmanin, avec son mètre 41, qui va dire à Édouard Philippe et son mètre 98, calme-toi, ça va bien se passer, j'ai l'impression qu'Édouard Philippe, il a juste à tendre un peu la main, l'autre il repart en pleurant, quoi. Là, on parle d'une journaliste, d'une femme, à plus forte raison. Et ça me fait bizarre de dire ça, mais parce que je peux pas encadrer Apolline de Malherbe. Pour moi, elle représente très bien BFM, quoi. On se range du côté des puissants. On leur déroule le tapis rouge, une petite turlute au passage, et dans la mesure où de toute façon tout le journal y est passé. Hein. Mais là, quand vous voyez un mec faire ça, quand vous voyez un mec qui, de par sa position et de par sa fonction, il est dans une position de puissance vis-à-vis d'Apolline de Malherbe. C'est comme ça. Il est ministre de l'Intérieur, le mec. Et quand j'entends un ministre de l'Intérieur dire, surtout que il est très clairement, il est en roue libre complet, quoi. Hein, et quand je vois le ministre de l'Intérieur dire, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Très honnêtement, je me dis, elle a intérêt à pas aller. Est-ce qu'elle n'a pas intérêt à arrêter là tout de suite parce que lui, il peut lui pourrir la vie, quoi. Si jamais il en a envie, il peut lui pourrir la vie, en fait. C'est assez dingue de se dire que. C'est surtout assez dingue de se dire que ce mec-là a pu dire ça en direct à la télé à une journaliste et qu'il soit toujours en fonction. C'est surtout ça, moi, qui me troue un peu le cul, quoi. Bon, on va passer au dernier sujet. Le dernier sujet du jour qui est la polémique autour de JDG. JDG, joueur du grenier, Frédéric Molas, qui s'est retrouvé une nouvelle fois victime d'un shitstorm. Mais là, c'est un shitstorm over 9000. Hein. C'est du...
C'est une campagne de harcèlement qu'il a reçue. Hein, Et pour rien. Vraiment, pour rien. Parce que, encore s'il y avait une raison quelconque, j'aurais beaucoup aimé qu'on me la dise déjà, mais il n'y a pas de raison en fait. Il s'est fait pourrir la gueule pour rien. Alors, on va se regarder parce qu'il me semble que j'avais... Attendez, il me semble que j'avais conservé la... Il me semble que j'avais conservé la story dans laquelle il s'était, dans laquelle il a expliqué en fait ce qui se passait. Est-ce que je l'ai encore hein? Ouais. Elle est là. Salut, alors je suis désolé pour les gens qui ne viennent pas voir ce... Oh. Alors. Vous m'excusez pour le format d'image, mais c'est enregistré directement depuis sa story Instagram. Alors donc, pour vous remettre le contexte, JDG parle avec un tweetos qui s'appelle Capitaine Popcorn, de mémoire. Tous les deux parlent en fait de la nouvelle série, la nouvelle série du Seigneur des Anneaux, qui va sortira courant de l'année, dans laquelle des personnages d'ethnie différentes vont apparaître, et à plus forte raison des personnes de couleur de peau noire ou basanée. Et la polémique part du fait que Captain Popcorn demande à JDG toi t'en penses quoi, est-ce que ça te dérange? Ce à quoi JDG répond moi ça me dérange pas du tout, dans la mesure où on m'explique d'où ils viennent. Et c'est cette seule phrase qui lui a valu de se faire tomber sur la gueule par tout le wokistan de Twitter, où le gars va se faire traiter de raciste dans tous les sens. Au point que ça n'a même plus de sens, en fait. Alors... Bon, alors plutôt que de me lancer dans une explication de 4 heures, je vais laisser le principal intéressé parler. Je vais le laisser expliquer exactement quel est le problème. Salut, alors je suis désolé pour les gens qui ne viennent pas voir ce genre de choses ici, mais là maintenant je me sens obligé de répondre, parce que là ça fait 2 jours que je subis une campagne de harcèlement massif de la part de connards qui veulent déformer mes propos en me faisant dire des choses que je n'ai pas dit sur Twitter. Je me force à ne pas répondre sur Twitter justement pour ne pas causer de harcèlement. Le problème c'est que ce faisant, je laisse la porte grande ouverte à tous les enfoirés qui veulent répandre des rumeurs, déformer mes propos, me faire passer pour des choses que je ne suis pas, et en plus des fois j'ai vu des faux screens, j'ai vu tout. Ça commence à me casser les couilles, honnêtement. Donc là maintenant, j'y réponds ici une bonne fois pour toutes. Donc, à la base, pour vous expliquer, ça part d'une discussion que j'ai eue avec Captain Porcom sur la présence de personnages noirs dans la série du Seigneur des Anneaux. Sur quoi j'ai répondu, écoute, moi c'est cool, je n'ai aucun problème avec ça, tant que tu me l'expliques. Et les gens ont évidemment déformé ça en « Oh mon Dieu, JDG, il veut pas voir de personnages noirs dans la série des Anneaux, mon Dieu, le fascisme, le racisme et tout ce qui va avec. » Putain de merde. Je suis pas en train de te demander de justifier la présence d'acteurs noirs dans la série. J'en ai rien à foutre. Je suis en train de te demander la justification des personnages. Comment il marche ton monde? C'est quoi la géographie? C'est quoi les ethnies qui le composent? C'est quoi le lore? C'est quoi l'histoire? Merde! Vous êtes complètement cons, c'est pas possible! À aucun moment, j'en ai rien à foutre qu'il y ait des Renois dans cette putain de série! Je suis en train de vous demander de m'expliquer l'histoire du monde, c'est trop demandé! Putain! Je vous jure, ça m'énerve. J'ai vu n'importe quoi! J'ai vu des gens qui disent « Ouais, JDG, il est raciste, il est pas allé vu Black Panther, mais il faut quoi? Un mot de mon médecin? » Mais putain! Je vous jure, j'en ai plein le cul. Genre, vraiment, moi Twitter, c'est il faut faire un test de QI pour laisser les gens parler dessus, merde!
Ouais. Bien sûr, parce qu'il y a les connards qui ont dit « Ah oui, mais les elfes et les nains et les dragons, ça c'est normal, mais il faut justifier la présence de Renoir. » Mais bien sûr que oui. Il faut justifier la présence de tout le monde. T'as la forêt où vivent les elfes, t'as la montagne où ils vivent les nains, t'as la comté où ils vivent les hobbits. Les humains, c'est pareil, on est dans un monde de fantaisie, la putain de toi. On est dans un monde de fantaisie. Les humains, ils sont toujours divisés dans les mondes de fantaisie. C'est toujours comme ça, c'est pas moi qui l'invente. Une voiture. C'est pas moi qui l'invente. Dans un monde de fantaisie, tu sais très bien que tu vas avoir les blancs à un endroit, et comme c'est des vieux clichés qui datent d'il y a 100 ans, c'est très bien qu'il va y avoir les mecs dans le désert, ça va être des rebeux. C'est très bien comment ça fonctionne, les mondes de fantaisie. Tout ce que je te demande, c'est de me justifier les trucs. C'est de la narration, la putain de ta mère, quoi. Bref, tout ça pour dire que, franchement, fermez vos gueules. Si vous m'aimez pas, vous m'ignorez, vous me bloquez, ce sera mieux pour votre santé mentale. Juste, laissez-moi tranquille. Arrêtez de diffamer ou de fantasmer complètement mon opinion politique. Vous êtes ridicules avec vos faux screens et vos machins là. Franchement, allez vous faire foutre et arrêtez de me harceler parce que pour des gens qui se disent bienveillants, je trouve qu'il y a quand même une sacrée dissonance cognitive là. Pardon. Donc voilà le fond de l'histoire avec donc JDG et le Wokistan de Twitter. Et Fred relève plusieurs points intéressants. Le premier, c'est ce que je dis toujours de la cancel culture et du wokisme, du faux wokisme en fait, hein, qu'on peut trouver sur Twitter. À savoir que vous avez une partie de gens qui sont suffisamment cons pour lire un message, même pas en entier, de penser l'avoir compris et de réagir immédiatement. Pour avoir cette satisfaction d'avoir été le premier à réagir à ce qu'a dit Fred. Alors que dans les faits, Fred n'a rien dit. Hein. De raciste ou de blessant, d'humiliant, de discriminant, rien. Il n'a rien dit de tout ça, Fred. Ce qu'a dit Fred, c'est un truc que, pour le coup, si les gens qui l'insultent comme ils le font en ce moment et qui le harcèlent le connaissaient un brin, à travers ses vidéos, j'entends, hein, je parle pas de le connaître personnellement, hein, si vous vous intéressiez à son travail, je vous renverrai à la critique que lui et Seb ont fait du dernier épisode de la saga Star Wars, l'épisode 9. Et Fred fait... donc dès le début de la critique, il dit une chose très simple. Quand il regarde un film, ou quand il lit une histoire, il y a une chose que Fred demande, c'est de la cohérence. À savoir, si quelque chose a drastiquement changé entre tel et tel épisode, il faut que ça soit dit. Il faut que ça soit expliqué. Il faut que ça soit, comme on dit dans le cinéma, exposé. Parce que si ce n'est pas exposé, alors dans ce cas-là, il y a une incohérence scénaristique. Et on s'y perd. Le fait est, alors il l'a dit, je ne sais plus à quel moment il l'a dit, que en gros, lui ne connaissait vraiment le Seigneur des Anneaux qu'à travers les films. Et dans les films de Peter Jackson, à savoir les 3 premiers, hein, la trilogie de l'anneau, il y a effectivement une apparition d'hommes d'ethnies différentes que ceux du Gondor ou du Rohan, et qui sont effectivement des hommes à la peau sombre. Ce sont les Aradrim, ce sont ceux qui chevauchent les olifants et qu'on voit pendant la bataille des Champs de Pelennor. À un moment très 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 rapide dans les 2 tours, on voit également quand Frodon, Sam et Gollum arrivent au niveau de la Porte Noire,
C'est cette fameuse scène où Sam se casse la gueule, Frodon arrive pour le protéger, met sa cape elfique au-dessus de d'eux, si bien qu'en fait cette cape donne l'illusion qu'il s'agit d'un gros rocher, si vous vous souvenez de cette scène. Eh ben, les deux gardes qui arrivent à ce moment-là, enfin les deux soldats qui arrivent à ce moment-là, parce qu'ils ont vu les pierres tomber et qu'ils se demandent s'il y a quelqu'un, ces deux-là, ce sont des orientaux. Donc des hommes avec la peau, enfin on les voit pas vraiment parce qu'ils ont un masque qui couvre tout le visage, on voit juste les yeux. Ils ont la peau très basanée et ils ont un maquillage très très marqué avec des points de colle comme ça qui remontent le long des yeux. Et eux, ce sont des orientaux. Le truc, c'est que techniquement, dans le film, Tolkien n'explique pas ça. Il n'explique pas d'où viennent ces orientaux. On a, je crois, un brief très rapide sur les Aradrim, mais ça va très très vite. Et finalement, le truc qu'on regarde au niveau de la bataille des champs de Pelennor, ce sont les olifants. Ce ne sont pas vraiment ceux qui les conduisent. De plus, là où Fred a raison, c'est quand il parle de... Donc, effectivement, hein, Le Seigneur des Anneaux, c'est un bouquin qui est vieux, hein, qui a une centaine d'années. Alors très exactement, je vais vous dire... Non, peut-être pas une centaine d'années d'ailleurs. Non, 60 ans. 70 même. Puisque le Hobbit est sorti en 37. Oula, attends. Non, je vais vérifier ça mieux que ça parce que j'ai un énorme doute sur ce que je dis. La trilogie du Seigneur des Anneaux, elle est sortie en 54. Donc c'est un livre qui a 70 ans. Et effectivement, Tolkien, malgré son imagination incroyable, s'est basé finalement sur des modèles socio-géographiques tels qu'il pouvait les connaître. C'est-à-dire que dans les régions nord, vous avez des hommes blancs, et au plus on va vers le sud, au plus on tombe sur des gens à la peau basanée. Bon. Sauf qu'à aucun moment... À aucun moment dans la trilogie de l'anneau, on nous explique réellement d'où viennent les Aradrim, les chevaucheurs d'olifants. Alors peut-être que si, mais je m'en souviens pas. Alors ça me ferait chier de plus m'en souvenir parce que ces 3 films, je les ai poncés en version longue. Mais du coup, je pourrais... J'en suis pas certain en fait. J'ai pas envie de vous dire de conneries. Donc avec des guillemets, on ne nous dit pas exactement à quel moment, on ne dit pas d'où viennent ces ethnies-là, en fait, les Aradrim ou les Orientaux. Et encore, les Orientaux, ils font vraiment une apparition éclair. Alors, je suis en train de... Il y a moyen de... Comment c'est possible que sur sa page, je puisse pas trouver... Bon, d'accord. Donc, qu'il s'agisse du Hobbit ou du Seigneur des Anneaux, on n'explique pas d'où viennent ces ethnies. Bon, et dans le film non plus. Seulement, ce que demande Fred... Parce que, encore une fois, Fred à aucun moment ne dit « je ne veux pas voir de noir dans le Seigneur des Anneaux ». Il n'a jamais dit ça. Ce qu'il dit, c'est « moi, j'ai aucun problème avec le fait qu'on introduise de nouvelles ethnies, de nouvelles tribus, de nouvelles civilisations, ce que vous voulez, tant que c'est expliqué dans la narration. » Ce qui est logique. Tu peux pas apporter un nouvel élément à un univers qui est déjà établi, parce que ça aussi c'est un truc qu'il dit pas dans sa story, parce je pense surtout parce qu'il est énervé, c'est que l'univers de Tolkien existant depuis la fin des années 30, l'idée de la Terre du Milieu, c'est 1937. Le Hobbit, c'est le conte, le Hobbit, c'est 1937. Partant de là, ce monde est établi depuis
ce monde existe, le monde de l'anneau, la Terre du Milieu, le Rohan, le Gondor, le Mordor, tout ça existe depuis 1937. C'est un univers d'une richesse incroyable. C'est tout simplement parce que Tolkien a passé littéralement sa vie à l'écrire, Le Seigneur des Anneaux. Quand tu veux apporter de nouveaux éléments à un univers déjà établi, et pas que établi, un univers qui est aimé des fans, si tu veux apporter de nouvelles ethnies, fatalement, tu apportes quelque chose de nouveau à l'histoire. Et si tu veux apporter quelque chose de nouveau à l'histoire, tu te dois de l'expliciter. Tu n'as pas le choix. C'est comme ça. C'est un truc, par exemple, qu'on n'est pas obligé... Admettons qu'on veuille mettre en place une nouvelle race extraterrestre dans Star Wars. Et que cette race en question, elle n'ait qu'un rôle mineur dans l'histoire. C'est vrai, t'es pas obligé de les présenter. T'es pas obligé de faire une exposition de 35 minutes sur d'où ils viennent, leur planète, leur civilisation. Non. On dit juste, ce sont les Xénobiens qui viennent de la planète Xénob, du système Altaïr F4, et on ne sait rien d'eux. Voilà. Là, tu crées un monde avec une nouvelle race extraterrestre, et tu y rajoutes un peu de mystère en disant bien, ils viennent de la bordure extérieure et on ne sait pas vraiment grand-chose d'eux. Donc comme ça, non seulement tu crées une nouvelle race extraterrestre en y rajoutant un peu de mystère, mystère qui en plus jouera pour toi si tu dois mettre un peu, si tu veux faire jouer une autre intrigue avec ces extraterrestres là, ce qui sera toujours une excellente raison d'aller visiter la planète Xénob et et d'en apprendre plus sur eux à ce moment-là. Ça pourra toujours te faire éventuellement une sous-intrigue de plus. Sauf que l'univers de Lucas n'est pas véritablement comparable à l'univers de Tolkien, parce que l'univers de Tolkien il est fini en fait. Tolkien, il est allé du Silmarillion au Seigneur des Anneaux. Enfin, après, il y a eu, je crois, les contes inachevés de la Terre du Milieu, etc., etc. Mais techniquement, l'univers de Tolkien, au travers, comme il le dit, le premier âge, le deuxième âge, le troisième âge, le quatrième âge, comme lui-même le raconte dans ses histoires, il y a eu un début, c'est le Silmarillion, puis avec la création du monde, la création de l'univers même, jusqu'à la fin de la guerre de l'anneau, qui signe en fait la fin du troisième âge et le début du quatrième âge. C'est-à-dire qu'à l'arrivée à la fin du troisième âge, la magie disparaît. Il n'y a plus de magie dans la Terre du Milieu au moment de la destruction de Sauron. Parce qu'en fait, au moment où Sauron est détruit, les elfes commencent à perdre leur pouvoir, notamment Galadriel, puisqu'elle aussi est une porteuse de l'un des trois anneaux des elfes. Elle perd de plus en plus ses pouvoirs à cause de la destruction de Sauron, et c'est pour ça que Elrond, Galadriel, Gandalf, et même Bilbo et Frodon doivent prendre le bateau pour se rendre au Havre Gris, tout simplement parce qu'ils n'ont plus leur place dans ce monde-là. Accessoirement, quand quelqu'un me dit que le Seigneur des Anneaux se finit bien, j'ai toujours tendance à lui dire « Non, t'as rien compris ». Alors c'est sans doute très très péremptoire de ma part de dire un truc pareil, parce que moi je suis plutôt dans la discussion et dans le compromis que dans le péremptoire, mais... Alors ça finit peut-être bien parce que effectivement les gentils ont gagné à la fin. C'est-à-dire Sauron est détruit, Aragorn est roi, ça je veux bien entendre, la comté se porte bien, mais à la fin la magie est morte. Il n'y a plus de magie dans la Terre du Milieu à partir du quatrième âge. Et ça c'est triste. Les elfes sont partis, les magiciens sont partis. C'est l'âge des hommes en fait, le quatrième âge. Et c'est un peu triste de savoir que dans ce monde magnifique, des êtres aussi incroyables que les elfes puissent partir. J'ai toujours trouvé cette fin très mélancolique personnellement. Mais contrairement à l'univers de Lucas, l'univers de Tolkien est terminé.
C'est-à-dire que on commence le 4e âge et a priori, ben, l'histoire continue, mais le monde tel qu'il est, on le connaît, et c'est marre en fait. Dans l'univers de Lucas, tu peux apporter de nouvelles planètes, parce que techniquement, ça se passe à l'échelle d'un univers. Pas à l'échelle d'un continent ou d'une seule planète. Ça se divise dans un univers entier, l'univers de Star Wars. Et du coup, dans ce cas-là, tu peux apporter n'importe quelle race dont tu as envie. Tu peux y mettre des extraterrestres qui ressemblent à Cthulhu, par exemple, hein, et les tentacules, les ailes dans le dos. Tu pourrais même potentiellement y mettre les mêmes aliens que dans Mars Attacks, et ça ferait pas tâche. Mais dans l'univers de Tolkien, c'est beaucoup plus compliqué d'apporter du neuf, d'apporter quelque chose de nouveau. C'est notamment pour ça que dans la trilogie du Hobbit, de Peter Jackson, les 3 derniers, l'apparition de certains personnages était pour le coup pas vraiment ni attendue d'un certain côté, ni voulue de l'autre. Notamment le cas de l'elfe Toriel, qui est joué par Evangeline Lilly, qui est le love interest à la fois de Legolas et du nain dont j'ai oublié le nom. Le problème, c'est que ce personnage-là, c'est très clairement une caution féministe, mais qui n'était pas là dans l'univers de Tolkien. Et Tolkien ne fait pas véritablement dans le mélo. Ce qui fait que non seulement on rajoute un personnage qui apporte pas grand-chose à l'histoire, déjà, et en plus on dénature l'histoire de Tolkien au passage. Ça, c'est vraiment minable. Et ça, à la limite, c'est pas très grave. À l'extrême limite, c'est vraiment pas grave. Mais y rajouter des ethnies entières, des civilisations entières, techniquement. Et pour faire tout ça sans aucune justification, ben c'est une insulte au travail de Tolkien, déjà. Et c'est une incohérence vis-à-vis du reste de l'histoire. Parce qu'à partir du moment où vous commencez à créer des ethnies différentes, les questions du style, ils étaient où pendant la guerre de l'anneau, vont commencer à arriver. Et là, si vous n'êtes pas prêt, ben vous n'êtes pas prêt. Et du coup, c'est le fondement de la réflexion de Fred, c'est ça. Moi, j'ai aucun problème avec le fait que tu apportes de nouveaux personnages à l'histoire, mais explique-moi d'où ils viennent. Parce qu'à partir du moment où je sais pas d'où il vient, le seul truc le truc qui va résonner chez moi, c'est incohérence. Et il a raison, encore une fois, il a absolument raison. Mais pour avoir dit ça, le Wokistan de YouTube lui est tombé sur la gueule en le traitant de raciste, en disant il veut pas de noir dans le Seigneur des Anneaux. Il n'a jamais dit ça. Jamais, jamais. Et il faut vraiment être le dernier des teubés pour... Alors déjà, il faut être stupide pour penser... pour le penser. Et il faut vraiment être malveillant pour se l'imaginer, en fait. Et c'est là que j'en viens, parce que j'ai déjà taclé le Wokistan, je crois, dans chacun de mes lives. Je crois que à un moment donné, dans tous mes lives, le Wokistan se prend une pile. Mais là, ce qu'ils ont fait est particulièrement malfaisant. Parce que et c'est ce que dit d'ailleurs Fred dans la fin de sa story. Techniquement, le Wokistan voudrait être la caution bienveillante et remplir à la gueule d'acceptation sur le net. Et on se rend compte que surtout, la seule chose qu'ils savent faire, c'est détruire. Pour revenir sur mon analogie avec Star Wars, il y a effectivement un groupe de personnes dans Star Wars qui fait ça, qui ne pense que de façon binaire, absolue. T'es ou avec moi, soit t'es contre moi. Ce sont les sites. C'est-à-dire que techniquement, le Wokistan Twitter, le Wokistan n'importe où, le Wokistan dans sa globalité, de personnes qui peuvent tomber sur un YouTuber comme ils viennent de le faire avec Fred,
de l'insulter de tous les noms parce qu'ils ont même pas, en plus ils ont même pas compris son message à la base. Ce sont des sites. Alors je dis pas que Fred est un Jedi, peut-être un Jedi gris, mais le Wokistan, eux par contre ce sont des sites. Ils ne sont là que pour causer du chaos. C'est leur seul principe. Ils sont là pour foutre le bordel. Et c'est absolument navrant de voir ce genre de comportement. C'est véritablement le truc le plus triste du monde. Et au-delà de ça, ça prouve surtout que vous êtes sans doute parmi les plus grands hypocrites du web. Parce que vouloir faire jouer la carte de l'acceptation à tout le monde, mais d'aller insulter la première personne qui, selon vous, ne pense pas comme vous, c'est que vous êtes des débiles. Alors d'un côté, vous aurez les débiles, mais vraiment les débiles. Là, je parle d'un QI de rhododendron. Et d'un autre côté, vous allez avoir les purs malfaisants. C'est-à-dire ceux qui ont tout à fait bien compris que Fred n'était pas raciste dans ses propos. Ils l'ont tout à fait bien compris, mais ils s'en foutent. Parce qu'il faut se le payer. Parce que Fred, c'est un habitué des shitstorms sur Twitter, que c'est de mémoire pas la première fois que Fred se prend des emmerdes de ce style, et que on va se le payer. C'est une tête de turc sur Twitter, alors on va se le payer. Vous pouvez aussi rajouter là-dessus les jaloux. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, JDG, c'est quand même l'un des grands padrés du YouTube français. Hein, présent sur le site depuis une douzaine d'années maintenant. Et totalise 5 ou 6 millions d'abonnés entre sa chaîne principale et le Bazar du Grenier. Des gars qui sont toujours capables de se renouveler. Des gars qui ont mis en place un système de vidéos de sponsors qui est juste incroyable, qui a été d'ailleurs très souvent copié. Alors je sais pas s'ils en sont à l'origine, est-ce qu'ils l'ont peut-être copié aussi de leur côté, j'en sais rien, mais quoi qu'il en soit, j'ai vu beaucoup de gens faire comme eux après qu'ils aient commencé à faire des vidéos sponsors comme ils les font maintenant. Ce qui peut provoquer des jalousies. Le Wokistan n'est pas un endroit fait de gens bienveillants. Le Wokistan, c'est le côté obscur de Twitter. Littéralement. Je vais rester avec cette analogie parce que je l'aime bien, finalement. Quand on est pauvre intellectuellement à ce point, quand on est dans l'absence totale de recul sur soi-même, quand on est à ce point en déficit d'autocritique, ou quand on est au contraire en excédent de malfaisance, très honnêtement, pour moi, ça ressemble au monde des sites. Alors je ne sais pas qui est Palpatine dans le lot, hein, mais très honnêtement, j'ai pas envie de le savoir. On est vraiment sur des personnages, et comme il dit, il y a une dissonance cognitive entre ce qu'ils voudraient être et ce qu'ils sont pour de vrai. Parce que dès le départ, je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose de dénoncer les propos racistes sur Internet. Je pense au contraire que c'est une très bonne chose. Je pense que c'est une très bonne chose d'éveiller un peu les consciences sur, pas que le racisme d'ailleurs, hein, les discriminations, qu'elles soient basées sur sur ton origine, sur ta religion, sur ton orientation sexuelle, sur ton sexe aussi. Dénoncer ce genre de comportement, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que à un moment donné, il y a des trucs qu'on ne peut tout simplement plus laisser passer. Dans une certaine mesure, évidemment, parce que l'appel à la haine et le harcèlement, c'est toujours passible de poursuite. Donc, que vous le dénonciez, très bien, mais derrière, faites pas les cons non plus. Et ça, c'est ce que j'imagine le Wokistan de Twitter s'estime être. Une espèce de vigie chevalier blanc qui veillerait au respect des bonnes mœurs, mais qui n'ont pas un exemplaire en stock finalement. Ce sont des gens qui sont
Alors, d'un côté, vous avez les malfaisants, de l'autre côté, vous avez les stupides, et de l'autre côté, vous avez les jaloux. C'est navrant qu'un gars comme Fred se prenne ce genre de shitstorm. Fred ou n'importe qui, hein, mais dans la mesure où on parle de sa polémique à lui, pour l'avoir cité à de très nombreuses reprises dans mes vidéos, vous le savez, je suis un fan de JDG. Je suis un abonné de JDG et un fan de JDG. Pour tout ce qu'ils ont apporté au game YouTube, alors à la qualité de leurs vidéos qui a jamais arrêté d'évoluer dans le bon sens, je suis admiratif de ce que ces deux mecs ont réussi à faire de leur chaîne YouTube. Ce qui ne veut pas dire que s'il n'y en a pas un des deux, si à un moment donné un des deux sort une saloperie, mais vraiment une saloperie, qu'elle soit raciste, homophobe, ce que vous voulez, ça m'empêchera pas de lui rentrer dans la gueule. Maintenant, dans le cas du jour, Fred n'a rien dit de discriminant, d'insultant, quoi que ce soit. Il n'a rien dit de tel. Le wokistan de Twitter a juste voulu se faire la peau de quelqu'un et c'est tombé sur Fred. Et très honnêtement, alors j'ai vu qu'il avait supprimé le fil de discussion Twitter là-dessus. J'espère qu'il les a signalés. Parce que pour le coup, ce genre de personnes-là ne devrait pas avoir accès à Twitter. Ce genre de personnes-là ne devrait pas avoir le droit d'être sur les réseaux sociaux. Parce que pour le coup, là, c'est de la diffamation. Et ça aussi, c'est passible de poursuite. Donc c'est pour ça que quand je vous dis dans mes lives ou dans mes vidéos YouTube, quand je vous dis que moi personnellement je ne caviarde rien des commentaires que je reçois, il y en a certains qui sont tellement insultants que YouTube se charge de les supprimer pour moi. Mais moi, personnellement, manuellement, je ne supprime rien. Parce que si un jour il y en a un qui dérape pour de vrai et que je le signale, celui-là il devra à un moment donné en répondre. Et que le jour où il devra en répondre, il se retrouvera bien con. Voilà. C'est pour ça que personnellement, je ne caviarde rien des commentaires que je reçois. Bon, j'imagine que Fred va finalement s'en tirer. J'espère qu'il va bien, déjà, surtout, parce que ça peut avoir un énorme impact sur la psychologie de quelqu'un, se faire harceler comme il a été harcelé. Et je lui souhaite que ça s'arrange assez vite. Bien, bah écoutez, ce sera la fin du live pour ce soir. J'espère que ça vous a plu. Alors, deux, trois trucs à dire avant de partir pour ceux qui me suivent sur YouTube. L'actualité en termes de livres audio a pas été énorme cette dernière semaine. Je m'en excuse, mais j'ai une très bonne raison que je vais aller chercher d'Airchef. Alors la raison, la voici. J'espère que vous arriverez à lire. Non, vous n'arriverez pas à lire parce que j'ai bien évidemment inversé le truc. Et merde. Voilà, je pense que ça sera mieux. Voilà la raison de mon absence relative de YouTube. Alors, qu'est-ce que c'est que ce livre, L'Orgue du Diable et autres nouvelles? Eh bien, il ne s'agit ni plus ni moins que de mon livre. C'est un recueil de nouvelles que j'avais commencé à écrire il y a de ça quelques temps, il y a 2 ans. Les premières lignes d'une des nouvelles qu'il y a dedans, à savoir La fille du sorcier, est une histoire que j'avais écrite il y a 2 ans, 3 ans même. Il y a 3 autres histoires dedans, une qui s'appelle Haute Feuille,
qui est un ancien village de Dordogne, le ventre de la montagne et l'orgue du diable, donc. Et c'est un travail qui m'a pris environ 2 ans au total. 2 ans, non pas de travail quotidien, parce que j'ai eu autre chose à faire entre-temps. Mais ça m'a pris 2 ans. 2 ans de boulot sur ce truc, alors qu'il y a quelques temps, je ne me voyais même pas éditer, du tout. C'était écrire pour mon petit plaisir, en fait. Et est-ce que c'est le confinement? Est-ce que c'est les confinements successifs? Est-ce que c'est le fait que je me suis retrouvé moi-même dans une situation où mon propre boulot était en train de menacer ma vie, en fait? Pas ma vie, mais au moins ma santé physique, je veux dire. Parce que, bon, comme pour ceux qui ne le savent pas, je suis quelqu'un qui a des problèmes de dos chroniques. Au-delà de ça, des problèmes de dos qui peuvent se révéler assez handicapants. Et c'est quelque chose que je dois à mon travail. Avoir soulevé du poids pendant très longtemps. Alors, mon propre poids n'a pas aidé parce que je suis quelqu'un d'assez rond. Mais quoi qu'il en soit, après une douzaine d'années dans ce travail, dans un premier temps, ce sont des sciatiques à répétition qui se sont déclarés et qui ont été suivis d'une hernie discale qui me tient malheureusement depuis 6 mois. Avec des douleurs assez handicapantes, enfin incapacitantes carrément. C'est-à-dire que j'ai eu des moments où je pouvais même pas me lever, quoi. Et tout ce temps en fait où j'étais un peu à l'arrêt, involontaire, mais à l'arrêt tout de même. Ça m'a un peu poussé à me mettre sur de nouveaux trucs et ces écrits en font partie. Au même titre que mon dernier album, Tales of the Necronomicon, ce recueil de nouvelles, c'est le travail du confinement en fait. Je ne voulais pas m'occuper uniquement en regardant des séries et à jouer à des jeux vidéo. Je voulais m'occuper autrement, je voulais m'occuper intelligemment. Et j'avais commencé ces histoires. Il y en a une que j'avais quasiment fini d'ailleurs, et d'autres dont j'avais lancé l'idée, en fait, les grandes lignes. Et je m'étais pas vraiment fixé un défi, mais je me suis dit ce serait quand même peut-être bien d'essayer d'en faire quelque chose de ces trucs. Et ça a pris cette forme-là. Ça a fini par se matérialiser dans un recueil de nouvelles de plus de 400 pages, dont je suis assez fier. Alors, je peux pas vraiment avoir un grand recul sur ma propre qualité d'écriture ou ma propre qualité de conteur. C'est juste qu'en regardant en arrière quelques secondes, et quand je vois le travail que ça a été, je suis assez fier que ça prenne forme. Que ça ait pris cette forme-là. Du coup, à mes chers abonnés YouTube, qui se demanderaient éventuellement où j'étais passé cette semaine, parce que cette semaine, pour le coup, j'ai sorti aucune vidéo et aucun livre audio, à part ce live. Eh bien, j'étais en train je peaufinais ce truc-là qui a fini par sortir. Donc, pour ceux qui ont décidé de rester, je vous remercie beaucoup de votre patience. Je vais revenir très vite pour de nouveaux livres audio, bien sûr. J'en ai pas fini avec Lovecraft. Loin de là, j'ai encore pas mal de trucs à couvrir de lui. Et ce sera fait d'ici un nouveau livre audio, je pense, semaine prochaine. Mais là, j'ai décidé de m'occuper de ça, de terminer ça, de souffler un peu après.
et de pouvoir continuer sur mon petit bonhomme de chemin sur YouTube après cette petite pause. Chaîne YouTube qui continue à prendre des abonnés, je vous en remercie aussi beaucoup, puisqu'on a dépassé les 520 abonnés, là on est à 527 abonnés. C'est super. J'ai déjà pris... j'étais à 400 abonnés à la veille de Noël et j'ai pris... on a dépassé les 520 la semaine dernière. Ça veut dire que la chaîne grandit, ça veut dire que le contenu que je vous propose vous convient et vous plaît. J'ai pas l'intention d'arrêter. Je continue le travail. J'espère pouvoir continuer à lui donner la qualité que je lui donne en ce moment, la qualité que vous avez l'air vous-même d'y reconnaître. Je n'ai pas lâché l'affaire. Je suis juste en petite pause, histoire de pouvoir mener à bien ces autres projets qui me tiennent aussi particulièrement à cœur. Voilà, allez, on va s'arrêter là pour ce soir. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Je vous dis à bientôt pour un prochain live. À très vite.